Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va parler des endomorphismes remarquables dans un espace euclidien. C'est comme les matrices remarquables dans les matrices diagonales, d'intermes, etc. Alors c'est la même chose, endomorphisme symétrique. Allez, les endomorphismes symétriques sont extrêmement importants, d'accord? Les formes quadratiques, etc., etc. Mais nous, on va faire une petite introduction mathématique, d'accord? Une petite introduction mathématique qui nous dit qu'est-ce que c'est plus ou moins un endomorphisme symétrique mathématiquement. C'est quoi? Alors, endomorphisme et matrice, c'est la même chose. Endomorphisme et matrice, c'est la même chose. Alors, on se place dans Rn canonique. Qu'est-ce que c'est Rn, notre espace, muni de son produit scalaire canonique. Qu'est-ce que c'est ce produit scalaire canonique? Regardez. C'est Y, vecteur colonne Y, vecteur colonne Z. C'est la somme des Y et ZI. L'écriture matricielle de ce produit scalaire est la suivante. Donc, on se place dans Rn canonique. On a l'écriture du produit scalaire canonique, c'est ça, matriciellement. Et explicitement, c'est la somme I de 1, Y et Z. Qui ne connaît pas le produit scalaire canonique de Rn? Voilà. Ça, c'est l'écriture matricielle du produit scalaire. Les notations sont muettes. Ça, c'est l'écriture cartésienne de tous les jours. Alors, que veut dire A est une matrice symétrique? A est une matrice symétrique, ça veut dire plusieurs choses. AIJ égale à AJ, Itata, etc., etc., etc. Mais il y a une définition globale. Ça, c'est une définition globale. La transposée de A est égale à A. Maintenant, que veut dire deux matrices sont égales, de façon générale? Deux matrices A et B sont égales. C'est seulement si que ce que j'ai, quel que soit X, Y, j'ai transposé de X, Y est égal à ça. A et B sont égales, d'accord? Voilà. Ça, c'est général. Regardez, c'est hors sujet. Ça équivaut à quoi? Quel que soit X, Y, transposé de X à X, transposé de Y, P de Y. Ça, c'est hors sujet. L'égalité de deux matrices, regardez, ça équivaut à ça. Et la preuve, c'est très facile. Tu prends X et les vecteurs colonnes de la base. X c'est EI, et grand Y, égale à UJ. Voilà. Donc, deux matrices sont dites égales si j'ai ça. Ça, c'est l'écriture vectorielle. Ça, c'est l'écriture vectorielle de l'égalité de deux matrices. Deux matrices sont dites égales si j'ai ça. Et pour le montrer, tu prends X, la base canonique, Y, etc., UJ, et tu vas remarquer que ça, c'est quoi? C'est AIJ, et ça, c'est BIJ. Donc, c'est hors sujet, c'est facile. Alors, voilà. Alors, A appartient à un SNR, c'est une matrice symétrique, c'est seulement si transposé de A est égal à A, mais cette égalité matricielle est équivalente à cette égalité vectorielle. Mais cette égalité vectorielle, regardez, si on note F indice A, l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A, si tu as une matrice A, qu'est-ce que c'est l'endomorphisme canoniquement associé à A? C'est celui-là qui est grand X associé à X. Cette égalité vectorielle, comment il s'écrit? Alors, il s'écrit exactement comme ça. Regardez, il s'écrit exactement comme ça. Et pour le vérifier, tu utilises la définition de produit scalaire. C'est très facile. Cette égalité, d'accord, vectorielle, est équivalente à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai A est une matrice symétrique. Si seulement si qu'est-ce que j'ai ça. Donc, qu'est-ce que c'est endomorphisme symétrique? C'est l'équivalent des matrices symétriques, d'accord? En gros, mathématiquement. Donc, ce qui nous conduit à la définition suivante, générale, je fixe un espace euclidien. Regardez, je fixe un espace euclidien. Un endomorphisme F de E est dit symétrique. Si l'on a quoi? Si l'on a quoi? Si l'on a l'égalité suivante. Quel que soit XY appartenant à E croix E, F de XY est égal à X, F de Y. Regardez, F. Le F, il est là, qu'est-ce qu'il fait? Il va ici. Voilà. C'est-à-dire, on dit qu'on isole la variable X. F de XY, c'est X, F de Y. Il est là, qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Voilà. Alors, on note S de E, l'espace vectoriel des endomorphismes symétriques. Bien sûr, c'est un sous-espace vectoriel, d'accord? Si F, il vérifie cette relation, G, il vérifie cette relation, la somme, il appartient. Si tu multiplies par scalaire, ça vérifie. Donc, c'est un S de E, désigne l'espace vectoriel des endomorphismes symétriques. Voilà, c'est la définition pour maîtriser les trucs.
Alors, quel est l'exemple trivial d'endomorphisme symétrique? L'homothétie. Regardez, l'homothétie qui est x associé à un vecteur lambda x est un endomorphisme symétrique. Et ce qui est joli, l'homothétie, elle est symétrique dans tout espace euclidien. Tu prends n'importe quel espace euclidien, quoi? L'homothétie, elle est symétrique. Par contre, en général, qu'est-ce qu'on fait? On fixe l'espace euclidien. Et la notion d'endomorphisme symétrique, elle est relative. C'est-à-dire, tu es dans un espace vectoriel, E, tu as deux produits scalaires. Alors, l'endomorphisme F, elle est symétrique ici, mais il n'est pas symétrique ici. La notion d'endomorphisme symétrique, elle est relative. On dit un endomorphisme symétrique dans l'espace euclidien. Mais ce qu'il y a de joli pour une homothétie, elle est symétrique partout. Tu lui donnes n'importe quoi, elle est symétrique. Alors, maintenant, on va faire un exercice, d'accord? Et le but de l'exercice, c'est-à-dire pour montrer que quelque chose, qu'un endomorphisme F est symétrique, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode de la définition. D'accord? On isole la variable x, le f et le socle, d'accord? Et quand on teste, on utilise ça. Quand la matrice de l'endomorphisme dans la base, c'est compliqué. C'est le cas des matrices. Chez les matrices, la base la plus facile, c'est quoi? C'est la base canonique. Et pourtant, la matrice de l'endomorphisme dans la base canonique, d'accord, EIJ, il n'est pas facile. Donc, chaque fois que la matrice de l'endomorphisme dans la base n'est pas facile, c'est le cas des matrices, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la définition. Alors, exercice, on munit MNR des matrices réelles de son produit scalaire canonique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais écrire des trucs. Je vais écrire la suite de l'exercice. Je fixe grand S, une matrice qui est à la fois symétrique et inversible. Donc, je fixe une matrice qui est à la fois symétrique et inversible. Et qu'est-ce que je fais? Je considère l'endomorphisme petit f de MNR dans MNR qui est une matrice M. Je lui associe quoi? Sa conjuguée, c'est-à-dire S moins 1. Alors F est un endomorphisme. Donc c'est un endomorphisme qui est connu, d'accord? F est un endomorphisme de MNR. C'est très facile. Donc c'est pas la peine qu'on perde le temps ça. F est un endomorphisme, d'accord? Et il respecte même les multiplications. C'est même un morphisme d'un nom. Donc F est un endomorphisme. Donc on considère l'endomorphisme de MNR qui définit comme ça. Donc question. Alors qu'est-ce qu'il dit la question? Alors montrer tout simplement que F est un endomorphisme symétrique donc la notion d'endomorphisme est relative, il faut préciser. Il est symétrique ici, il n'est pas symétrique ici. Symétrique dans l'espace euclidien canonique MNR, celui-là. Voilà. Donc, que veut dire la question? La question signifie qu'il faut montrons que quel que soit M et N, j'écris la question. Donc, j'écris la question. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer ça. Il faut montrer que le produit scalaire Fm est égal à M Fm. Voilà. Le F, qu'est-ce qu'il fait? Le F, il saute, il va ici. Voilà. Donc, c'est là. Donc, on isole M. Regardez la méthode, on isole. C'est la première méthode. Il y a première méthode, deuxième méthode, troisième méthode. Mais chez les matrices, on utilise très souvent ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. On va évaluer ça. Que vaut ça? Donc, F de M de N. C'est par F de M, c'est quoi? C'est les trucs. Donc, c'est la trace de la transposée de Fm.
Regardez, j'écris très doucement, etc., etc. Alors, qu'est-ce que c'est FM? J'ouvre mes yeux, c'est ça. C'est la transposée de SM, S-1, N. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. J'ai écrit qu'est-ce que c'est ça. Donc ça, c'est égal à ça, c'est égal à ça. Voilà. Alors maintenant, le problème qui se pose, c'est le S2. Qu'est-ce que c'est le transposé de A fois B fois C? Regardez. Transposé de A fois B fois C. Le S2, les matrices. Qu'est-ce que c'est le transposé de l'inverse? Si A est inversible, qu'est-ce que c'est le transposé de l'inverse? Voilà. Donc pour cela, je vais rappeler le S2 rapidement. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans le S2? Le transposé de AB. C'est la transposée de B fois la transposée de A. D'accord? Alors donc je fais comme ça. Double parenthèse, c'est-à-dire hors sujet, c'est le S2, d'accord? Qu'est-ce que c'est la transposée de ABC? Tu peux le vérifier très doucement. Tu dis transposé de A fois B, c'est le transposé de B, transposé de A. Ça se renverse. Et tu peux vérifier. D'accord? Tu prends ça et tu tournes, etc. C'est quoi? C'est transposé de C. Voilà. Il ne faut pas le retenir transposé de A fois B fois C est égal à transposé de B fois A fois C. Le transposé d'un produit fini, on peut le montrer par récurrence, c'est égal à quoi? Ça se renverse. Le premier devient le dernier, l'avant du premier devient... Enfin, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Qu'est-ce que c'est le transposé d'un produit fini? Il faut toujours coder les formules. Ça se renverse. Ça se renverse, ça se renverse, ça se renverse. Voilà. Autre chose, qu'est-ce que c'est la transposée de A-1 si A est inversible? Si A est inversible, qu'est-ce que c'est la transposée de A-1? La transposée de A-1, ça sort, ça commute. Voilà, c'est égal à... C'est le S2, c'est hors sujet. Donc, il ne faut pas le faire rentrer dans la solution, d'accord? Et la preuve, c'est facile. Tu multiplies, tu trouves transposé d'identité, donc ça va. Donc, en résumé, transposé A-1, 4. Et comme conséquence de ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai... Si S est une matrice symétrique, qu'est-ce que j'ai? Son inverse est également une matrice symétrique. C'est une conséquence triviale de ça. Tu prends A égale à S. Si S est symétrique, que veut dire S est symétrique? C'est-à-dire transposé de S égale à S. Donc tu as transposé S-1 égale à S-1. Donc si S est symétrique, il est remarquable, si S est une matrice symétrique inversible, alors S-1 est également une matrice symétrique inversible. Voilà. C'est des petites choses. Donc, voilà. Ça se renverse l'ordre. Ici, S est une matrice symétrique, S-1 est également symétrique. Donc ici, je vais écrire en haut. Donc je vais écrire en haut. Donc je continue, j'écris ici égal. Donc j'évalue ça. Voilà. Donc je recopie directement, c'est la trace. Donc ça se renverse. C'est le transposé de S-1. Ça se renverse, transposé de M et transposé de S. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué texto, le S2. Une chose obligatoire. Le transposé d'un produit fini, ça se renverse. Si S est symétrique, alors S-1 est également symétrique. Voilà. Donc j'ai recopié ici. Maintenant, S est symétrique. Donc S-1, S est symétrique. Donc c'est égal à la trace de S-1 transposé de M. S est une matrice symétrique. Donc c'est égal à S, N. Voilà. Et bien sûr, il ne faut pas oublier ce que vous cherchez. Moi, je veux montrer que ça est égal à ça. Donc, pour arriver ici, il faut que je me rappelle qu'est-ce que je cherche. Je cherche à arriver ça. Et qu'est-ce que c'est ça? Regardez ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la trace de la transposée de M.
fois quelque chose. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est naturel d'isoler le transposé de M. Pour arriver, il faut savoir ce que vous cherchez. Sinon tu ne vas pas savoir ce que tu cherches. Donc regardez ici. Là. Donc ici, d'après la question, il faut arriver ici. Donc il faut le transposé de M, il faut l'isoler. Donc ce que je vais faire, ça, c'est... Donc je tourne. Donc c'est la trace transposée de M, S, N, S moins 1. Bon, pour quelqu'un de débutant, il utilise que le transposé de AB que le transposé de BA. Mais la trace, il est invariante par permutation circulaire, de façon générale. Quand tu as un produit, la trace, il est invariante par permutation circulaire. Donc, c'est égal à ça. Et qu'est-ce que c'est ça par définition? Hein? Notez la méthode de définition. Il consiste à isoler. Fm, N, c'est M1. Et ça, par définition, c'est quoi? C'est, regardez, ça c'est Fn. Voilà. Qu'est-ce qu'on a montré? Je suis parti d'ici. Et je suis arrivé à quoi? Je suis arrivé à ici. Voilà. Donc, par définition, F est un endomorphisme symétrique. Donc, j'ai utilisé la méthode de définition en isolant, d'accord? En isolant la variable, d'accord? Pourquoi? Parce que la matrice de F dans une base de MNR, c'est compliqué. La base canonique, c'est pas facile de trouver la matrice d'endomorphisme. Donc, chaque fois que la matrice d'endomorphisme dans la base n'est pas facile, d'accord? C'est le cas des matrices, etc. On utilise cette définition pour montrer que c'est un endomorphisme symétrique. Alors maintenant, on va faire une proposition. Proposition. C'est une conséquence immédiate de la définition. Voilà. Alors, c'est quoi cette proposition? Alors, les propriétés suivantes sont équivalentes. Donc, soit F un endomorphisme symétrique, alors les propriétés suivantes sont équivalentes. Alors, les propriétés suivantes sont équivalentes. C'est quoi? L'image de F est orthogonale à ker de F. C'est la même chose. Vraiment, c'est la même chose. Si tu as vu les autres vidéos, c'est la même chose. L'image de F est égale à ça. L'orthogonale d'image de F, c'est égal à ker de F. Et quoi d'autre, la troisième? C'est la même chose. L'orthogonale de ker de F, c'est l'image de F. Et la quatrièmement, l'espace E est la somme orthogonale de son image et de son noyau. C'est la même chose. Voilà. On peut le vérifier, d'accord? Donc, si tu as un endomorphisme symétrique, d'accord? Alors, vous avez ces propriétés d'orthogonalité qui sont équivalentes. Voilà. 2 et 3, c'est évident. 2 et 3, c'est évident, d'accord? 2 et 3, c'est évident. Pourquoi? Parce que l'orthogonalité est une opération involutive. Si tu as ça, si tu prends une deuxième fois l'orthogonale, tu vas tomber sur ça. Voilà. Et ça, c'est aussi c'est évident. Car E est égal à l'image de F plus la somme orthogonale de son orthogonale. Et son orthogonale, d'accord, c'est quoi? C'est ker de F. Donc, ils sont tous, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ce résultat. F, cela équivaut à quoi? Donc, on l'a vu dans notre vidéo. Orthogonalité. Pour montrer que l'orthogonale de F est égale à G, d'accord? Cela équivaut à ça. Vous regardez l'autre vidéo, orthogonalité dans un espace euclidien. Et même ça, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à E. Et la somme orthogonale de F et G. C'est-à-dire, c'est plus fort que la somme directe. Tu as comme ça.
D'accord? La somme directe, tu as comme ça. Orthogonale, tu as comme ça. C'est-à-dire, il est direct plus l'orthogonalité. Donc ça, c'est plus fort. Et ça, c'est l'analogue du résultat du S2. D'accord? Voilà. Donc on va vérifier ça. Donc il suffit de montrer quoi? Il suffit de montrer que l'image... Il suffit de montrer que l'image de F est orthogonale à tiers de F. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut évaluer? Il faut évaluer ça. Et montrer que ça, c'est égal à 0. Qu'est-ce que c'est un élément de l'image? Ici, qui est la forme f de x. Et tu prends un élément du noyau. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier ça. Et f, c'est quoi? C'est un endomorphisme symétrique. Le f, qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Donc ça vaut combien? Ça vaut x f de y. Et f de y, il appartient à quoi? À quart de f. Y appartient à quart de f par hypothèse. Donc f de y, il vaut combien? F de y. F de y, il vaut 0. Donc ça est égal à 0. Donc l'égalité est évidente. Donc ça, c'est un exemple, d'accord, de propriétés importantes dans la théorie spectrale, d'accord, qui sont en conséquence immédiate de la définition. Tu as la définition, tu as ça. Alors maintenant, je vais faire une remarque sur la définition d'un endomorphisme symétrique. Une remarque. Alors qu'est-ce que c'est cette remarque? Alors, de façon générale, on peut remarquer que de façon générale, si f est un endomorphisme, alors l'application qui a x, y, associé f de x, y, qui va de E croix E dans R, ça c'est général, c'est hors sujet. Chaque fois que tu as un endomorphisme, d'accord, tu es dans un espace euclidien, d'accord, ça c'est toujours une forme bilinéaire. Et toujours une forme bilinéaire. Tu peux la vérifier, c'est facile. Tu as la linéarité partielle. Ça c'est une remarque hors sujet. Si tu remarques sur la définition d'un endomorphisme symétrique, ça, c'est toujours une forme bilinéaire. Maintenant, que veut dire f est un endomorphisme symétrique? F est un endomorphisme symétrique veut dire ça. Quel que soit x, y, qu'est-ce que j'ai? J'ai f de x, y est égal à x, f de y. Remarquez, la remarque est très bête. Il n'y a rien à montrer. Et la question qui se pose, pourquoi c'est une telle remarque? Et ça, le produit scalaire est symétrique. Le produit scalaire est symétrique. Donc, il est égal à ça. Donc, la remarque est bête, évidente. Rien à montrer. Le produit scalaire est symétrique. Donc, ce que je fais avec la brosse, celle-ci, je l'efface. Donc, je l'efface. Donc, qu'est-ce que c'est un endomorphisme symétrique? Qu'est-ce que c'est un endomorphisme symétrique? C'est un endomorphisme, donc F est symétrique, d'accord? Je peux appeler ça BF. Donc, F est symétrique. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à BF est une forme bilinéaire symétrique. Est une forme bilinéaire symétrique. Donc, F est symétrique. Regardez. X, Y, Y, X. X, Y, Y, X. Ça équivaut à quoi? À BF est une forme bilinéaire symétrique. Donc, on oublie tout ce français. Donc, on oublie le français. Pour montrer qu'un endomorphisme est symétrique, il faut utiliser cette remarque. Il faut utiliser le fait que cette expression, elle est symétrique en XY.
Donc, deuxième méthode, d'accord? Pour montrer quelque chose, f est un ensemble symétrique, qu'est-ce que je fais? Je montre que ça, c'est symétrique. Alors maintenant, et alors? D'accord? Et alors? Et à quoi ça sert? D'accord? Parfois, dans les exercices, tu as une intégrale. D'accord? Donc, il ne faut pas chercher à isoler. Car isoler, que veut dire isoler? Il faut faire des intégrations par partie. Qu'est-ce que tu fais? Tu montres que f de p, q, tu montres que ça est une expression symétrique. Tu as des intégrales. Tu montres que ça, c'est quoi? C'est une fonction symétrique en x, y. Et c'est terminé. Est-ce que vous voyez l'astuce? Donc, pour comprendre cette remarque, dont la preuve mathématique est un exemple de l'évidence, je vais proposer l'exercice suivant. Alors, exercice, on ne peut comprendre les choses qu'à travers des exercices. La remarque, mathématiquement, c'est bête. La preuve, c'est quoi? Car le produit scalaire est symétrique. Il n'y a rien. Mais quand on vous donne un produit scalaire qui s'exprime en fonction d'une intégrale, d'accord? Tu vas comprendre les choses. Alors, exercice. Alors, je me place dans Rn de x. Donc, on considère l'application. Donc, on considère l'application qui va de Rn de x dans Rn de x. Voilà. Donc, on considère cette application qui est à valeur dans R, qui a PQ associe l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, P de x, Q de x, l'exponentielle de moins x au carré de dx. C'est le produit scalaire de Gauss. D'accord? Donc, il ne faut pas s'amuser à le calculer. Il ne faut pas s'amuser à le calculer. Pourquoi? Car déjà, le cas trivial, il ne faut pas s'amuser à le calculer, d'accord? Car le cas trivial, comme ça, c'est la torture. Il y a un problème. On fait tout un problème pour dire ça. C'est-à-dire, il y a des astuces. D'accord? Donc, il ne faut pas s'amuser à ça. Donc, le but de l'exercice, c'est quoi? C'est de dire l'intégrale de Gauss, elle est compliquée, on ne peut pas la calculer, d'accord? Mais en utilisant l'astuce que je viens de dire qui paraît bête, d'accord? On montre des choses. En quelque sorte, on fait des calculs de Gauss. Le calcul de Gauss est compliqué, mais nous, à l'aide de l'espace euclidien, on fait des choses. Alors, question, justifier que Rn de x est un espace euclidien. Est un espace euclidien. Deuxième chose, 2, on considère l'endomorphisme, on considère l'application, on considère l'application f qui va de Rn de x dans Rn de x, qui est un polynôme P. Qu'est-ce que je lui associe? Je lui associe la dérivée seconde La seule manière pour comprendre, c'est de l'exercice. Si tu veux passer 1 heure à chanter, on ne va pas te comprendre. Pourquoi? Parce que la remarque est bête. C'est une conséquence symétrique de l'intégrale. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? D'accord? Donc, justifier que ça, c'est un espace euclidien. Alors, on considère l'endomorphisme f de ça qui va dans ça. Alors, de 1. Alors, justifier que f est un endomorphisme. Justifier que f est un endomorphisme. Donc, de 1, justifier que f est un endomorphisme.
de Rn de x. Deuxième chose, pour terminer, montrer que f est un endomorphisme symétrique. Montrer que f est un endomorphisme symétrique. Application. Justifier la relation. Donc on vous demande de justifier. Voilà. Justifier que, ou bien déterminer l'orthogonale de l'image de f. Voilà. Donc vous regardez. Justifier que ça, c'est un espace euclidien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Symétrie, c'est évident. Il faut tout d'abord montrer que cette intégrale est convergente. Et pour montrer que cette intégrale est convergente, il y a un problème voisinage du plus l'infini et moins l'infini. Ici, tu as l'expansion de moins x au carré. Alors, tu utilises le critère de Riemann. Donc, pour cette question-là, hein, c'est photocopie de la vidéo. Vous regardez la vidéo. Voir la vidéo. Espace pré-hilbersien. Photocopie. Tu fais la même chose. Au lieu de x, tu effaces comme ça. Et ça marche. Photocopie. C'est un espace euclidien. Alors maintenant, on considère f qui va d'ici à ici. D'accord? Montrer que f est un endomorphisme. Que veut dire un endomorphisme? Un endomorphisme, il ne faut pas penser seulement à la linéarité. F de x plus y égale f de x plus y égale. Il faut penser à quoi? Un endomorphisme est à valeur dans le même espace de départ. Endomorphisme veut dire linéaire plus le départ est égal à l'arrivée. Donc ici, le départ est égal à l'arrivée. Donc, quelle est la justification qu'il faut faire? Le fait que f est linéaire, c'est évident. Parce que la dérivation des polynômes est une opération linéaire. D'accord? Par contre, il faut justifier pourquoi on arrive à Rn de x. Qu'est-ce que c'est Rn de x? C'est l'ensemble des polynômes dont le degré est inférieur ou égal à n. Voilà. Alors, pourquoi on a ça? Donc, il faut vérifier que le degré de fp est plus petit que n. Mais le degré de ça, c'est un polynôme, tu dérives deux fois. Donc, il est évident. Or, degré de p de seconde moins 2x p' de x. Le degré de ça, d'accord, regarde, deux fois, tu dérives deux fois. Il est évident que ça, c'est le degré de x p' de x. D'accord? Et on a toujours ça, c'est ça la dérivée, tu le multiplies par x. Et ça, c'est toujours plus petit que quoi? Ça, c'est plus petit que n. Donc, f est bien un endomorphisme. Donc, f est bien un endomorphisme. Alors, quel est le seul point qui n'est pas trivial, d'accord? C'est de montrer que f est un endomorphisme symétrique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer fp scalaire q. Donc, il faut montrer ça. Donc, il faut montrer ça, quel soit P et Q des polynômes. Voilà, c'est ça qu'il faut montrer, quel soit P et Q polynômes. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la remarque. Quelle est la remarque? On va l'écrire comme ça. Qui veut dire ça? C'est-à-dire FPQ est symétrique en PQ. On ne va pas utiliser la définition. On va montrer que FPQ, c'est quoi? Elle est symétrique en PQ. On va utiliser ça égal à ça. Voilà. Voilà, donc j'efface. Donc je vais évaluer FPQ, le produit scalaire. Donc FPQ, c'est quoi? Donc je remplace. Donc c'est l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, p seconde de x, moins 2x p', q de x, voilà,
Donc je recopie. Voilà, il faut faire du sport. Donc FPQ est égal à ça. Alors maintenant, c'est toujours l'éternelle astuce. Qu'est-ce que c'est l'éternelle astuce? Qu'est-ce que c'est l'éternelle astuce? On fait toujours une intégration par partie, ce qui est évident, d'accord? Car tu veux arriver à P, tu as des dérivés, il faut faire des intégrations par partie. Mais il faut faire une intégration par partie qui est raisonnable, d'accord, ici. Car ici, il y a l'intégrale de Gauss. Si tu fais un choix de la dériver, ça ne marche pas. Donc, il faut faire une intégration par partie. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Regarde. Donc, il faut pas aller à l'intégrale de Gauss. On va les permuter. Regardez, on va les permuter. On va écrire comme ça. On va écrire l'exponentielle de moins x au carré fois q de x. dx. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Donc, on va faire une intégration par partie. Voilà. Car l'intégrale de Gauss est difficile. Donc, tu ne peux pas s'amuser à dériver ça, etc. Tu vas tomber sur Gauss et tu es éliminé. Donc, il faut faire l'intégration par partie bien judicieuse. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est R' de x. Et ça. Et je vais appliquer la formule d'intégration par partie. Qu'est-ce que c'est R de x? Donc, je choisis R de x quoi? Donc, ici, il faut ouvrir les yeux. La dérivée. Regardez, ça, c'est la dérivée de quoi? Qu'est-ce que c'est une primitive de ça? Qu'est-ce que c'est une primitive de ça? Donc, R de x, c'est quoi? C'est P' de x. Car tu as l'exponentielle, le produit, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a approché, car Gauss, c'est compliqué. Donc, le choix le plus raisonnable, c'est ça. Quand tu dérives ça, tu obtiens exactement ce qu'il y a là. Alors, d'après la formule d'intégration par partie, qu'est-ce que j'ai? Donc, G ça est égal à P' de x, E de moins x au carré, Q de x, entre moins l'infini plus l'infini, d'accord? Moins l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, P' de x, Q' de x, l'exponentielle de moins x au carré de dx. J'applique bêtement la formule d'intégration par partie. Voilà. La difficulté, c'est de remarquer que ça, c'est la primitive de quoi? D'accord? La primitive de ça. Et c'est naturel, car il faut se sauver de Gauss. D'accord? Donc, c'est égal à ça. Mais ici, c'est combien il vaut ici? L'exponentielle qui l'emporte. Donc, ici, c'est 0. Et ça, c'est quoi ça? C'est exactement moins P', Q'. Conclusion, qu'est-ce que j'ai? J'ai FP Q, c'est égal à moins P', Q'. Question, est-ce que cette expression est symétrique en PQ? C'est évident, ça c'est symétrique en PQ, parce qu'elle est égale à moins P', Q', produit scalaire, c'est symétrique. Et c'est terminé. Est-ce que vous avez vu l'astuce? Donc la remarque, on pourrait même la mépriser. La remarque, il n'y a rien à montrer, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Quand il y a l'intégrale, f de p égale à ça, je fais l'intégrale, et chaque fois que je trouve quelque chose de symétrique, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Je ne m'amuse pas à isoler et faire d'autres intégrations par partie. Alors, je termine avec la question suivante. Qu'est-ce que c'est l'orthogonale de l'image de f? D'accord? Qu'est-ce que c'est l'image de f? Donc, l'image de f, c'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est l'orthogonale de l'image de f? D'après la proposition qu'on vient de montrer, l'orthogonale de l'image de f, c'est quoi? C'est le noyau de Kerr de f. Et qu'est-ce que c'est le noyau de Kerr de f? C'est l'ensemble des polynômes p appartenant à Rn de x, tel que f de p égale à 0. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est f de p égale à 0? F de p, c'est p de seconde de x moins 2x, P' de x égale à 0. C'est-à-dire P de seconde de x est égal à 2x P' de x. Voilà, ça c'est le Kerr de f, c'est l'ensemble des polynômes qui vérifient ça. Mais il est évident que les polynômes constants, ils vérifient ça. Il est évident que les polynômes constants, ils vérifient cette dernière relation. D'accord?
Et réciproquement, si vous prenez un polynôme P qui dérivise ça, s'il n'est pas constant, tu raisonnes par l'absurde, tu fais un petit raisonnement par l'absurde. Si P n'est pas constant, d'accord? Si P n'est pas constant, par passage au degré, qu'est-ce que tu obtiens? Le degré de P de seconde est égal au degré de x fois P'. Et ça, c'est absurde. Le dérivé seconde de P seconde est égal au degré de ça. D'accord? Car le degré de ça, c'est le degré de P. D'accord? C'est absurde. Donc, P n'est pas constant. Donc, P est constant. Donc, si on suppose que P n'est pas constant, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Ça, c'est absurde. Donc, qu'est-ce que c'est le noyau de F? Je répète, ça, d'après la proposition, c'est égal à ça. Par définition, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Les polynômes constants vérifient trivialement ça. Ici, comment? Si P n'est pas constant, il y a une contradiction. Conclusion, qu'est-ce que c'est l'image de F? L'orthogonale de l'image de F, c'est le noyau. C'est l'espace vectoriel engendré par 1. Ce sont les polynômes constants. Polynômes constants. Il faut comprendre le sens de la question, c'est-à-dire l'intégrale de Gauss, c'est compliqué, et l'astuce c'est quoi? On fait euclidien, et on utilise la théorie, et sans faire les calculs compliqués, on arrive au résultat. Voilà. L'image de F, donc c'est compliqué l'image de F, puisque c'est son orthogonale, donc on ne calcule pas Gauss, on ne fait pas l'intégrale de Gauss, d'accord? On ne calcule pas. C'est quoi? C'est tout simplement les polynômes constants. Voilà, je vous remercie.